C'est bon. Bien, donc on reprend la deuxième partie de cette journée scientifique. Donc on est désolé de l'absence du professeur Bolla pour des raisons de santé, comme on vous l'a expliqué ce matin. Certains n'étaient pas là. Et donc, santé qui devrait s'arranger, mais qui sont dans un contexte d'urgence, donc qui ne pouvaient malheureusement pas venir. Donc on a décalé un petit peu le programme. Et donc on va vous parler en première partie de l'intérêt du dépistage des 50 ans. En fait, c'est une suite un petit peu de l'étude qu'on avait lancée, vous savez, sur la revue des données de santé à travers le système national de santé, puisqu'on vous avait, ces 3 dernières années, montré un petit peu ce qu'on pouvait en retirer. Entre-temps, donc, on a eu une première publication sur les pratiques, puis très récemment une publication, dont on ne vous parle pas directement aujourd'hui, sur l'impact des statines ou de la metformine chez les patients qui avaient un traitement hormonal, où on a pu montrer en fait que les statines avaient un impact positif pour les patients uniquement dans la population qui avait un traitement hormonal au long cours, en fait. Donc, ce sont des données assez intéressantes de vie pratique qui ont l'avantage de porter sur des milliers de personnes, puisque quand on a extrait les données, on partait de un peu plus de 2 millions d'hommes suivis en France sur 10 ans. Et donc, à travers cette étude, on essaie de vous montrer aujourd'hui, donc avec Géraldine, qui va faire la présentation du travail. Je ferai juste l'introduction. Géraldine Cancel-Tassin, avec vous la connaissez peut-être pas. Elle est responsable du centre de recherche à Paris dont je m'occupe, qui s'appelle le CEREP. Elle est aussi, depuis très récemment, responsable de la partie recherche à l'Association française d'urologie. Et membre aussi du conseil scientifique de l'ANAMEC. Donc, pour lancer la présentation, je ne sais pas qui lance les diapositives, mais enfin, les diapositives en régie. C'est parti. Parfait. Donc, j'aurai juste, moi, deux diapositives en introduction qui, en fait, une diapositive que j'avais montrée au moment de l'introduction du programme de recherche de l'Institut national du cancer qui est lancé sur le dépistage et qui est très important, en fait, pour l'information, je dirais, des patients, mais aussi l'information des médecins, puisqu'il y a une ambiguïté énorme, une incompréhension énorme, en fait, sur l'utilisation du dosage du PSA en pratique, puisque, vous savez, les autorités de santé, depuis 2004, ne recommandent pas le dépistage organisé, c'est-à-dire une campagne d'information, et ce, de façon généralisée, à travers la population française. C'est l'invitation que chacun reçoit à partir de 50 ans pour dépister le cancer du côlon, ou pour les femmes, le sein et le côlon. Le dépistage peut être aussi sélectif ou ciblé sur des facteurs de risque. Alors ça, c'est dans la mouvance tout à fait européenne du nouveau dépistage. Toutefois, il n'est toujours pas non plus dans les recommandations de nos autorités de santé, bien que depuis les études qui sont maintenant un petit peu historiques, puisqu'elles ont des reculs de 15 à 20 ans, on sait quand même que les facteurs de risque, en particulier génétiques, lorsqu'on propose un dépistage ciblé sur ces populations, on réduit la mortalité de 50%, et ce même dans l'étude américaine qui s'appelait PCPT, où en population, je dirais, proposée, il n'y avait pas de différence. Et les recommandations en fait, des autorités de santé s'étaient basées sur cette étude plus que sur l'étude européenne. Mais même dans cette étude qui ne montrait pas de différence population, si on regarde que la population avec des antécédents familiaux, des facteurs génétiques, là, on a quand même une réduction de 50% de la mortalité et du risque métastatique. Donc aujourd'hui, on a un dépistage qui est dit opportuniste, c'est-à-dire qui est issu de la rencontre entre le patient et
et un professionnel de santé, en particulier donc un médecin. Alors, je dois être sous-doué pour faire avancer cet appareil. Non. Alors c'est finalement assez intéressant puisque, vous voyez, donc on n'a pas de recommandation pour un dépistage systématique. Chez les hommes qui sont sans symptômes, ce qui est logique pour un dépistage, et même chez les hommes à risque. Et donc, comme je viens de vous le dire, en fait, ça c'est un tout petit peu démenti quand même par les études récentes, mais pour l'instant, le pas n'a pas été franchi, et même s'il est fortement argumenté aujourd'hui au niveau en particulier européen par différentes études en Angleterre et dans d'autres pays d'Europe. Il y a une petite alinéa qui dit que les hommes peuvent souhaiter un dépistage du cancer de la prostate. Toutefois, les hommes peuvent le souhaiter et donc l'échanger avec le professionnel de santé. Et là, on est dans le dépistage opportuniste. C'est très important parce que l'information, elle passe et finalement, c'est au patient d'aller vers le médecin. Le médecin ne peut pas lui opposer ce dépistage opportuniste. Pourquoi il ne peut pas lui déposer? Puisque, en fait, cette petite phrase de l'autorité de santé disant que le patient, toutefois, le patient peut bénéficier et demander, enferme le médecin, c'est-à-dire que le médecin qui dirait « j'applique des recommandations de non-dépistage systématique », il n'est pas dans ce cadre-là, il est dans le cadre du dépistage opportuniste. Et comme ça peut être, entre guillemets, vécu dans l'expérience et expérience de patients de l'ANAMACAP avec toute la pression, la reconnaissance et cette explicitation juridique qui a été faite, les médecins qui sont dans cette situation et qui refusent sont en situation de faute et ont été condamnés, en fait, pour ne pas proposer de dépistage. Donc il faut clairement séparer deux choses. Le dépistage organisé systématique, aujourd'hui d'accord, non. Le dépistage ciblé sur les facteurs de risque, il fait un peu partie du dépistage opportuniste parce que s'il y a des facteurs de risque, souvent ils sont reconnus par les professionnels de santé, mais les patients sont capables de savoir s'ils ont des antécédents familiaux. Et si le patient demande, en fait, le médecin doit lui expliquer avantages et bénéfices du dépistage. Et on est tout à fait en droit, même en devoir, le médecin est en devoir de proposer ce dépistage opportuniste aux patients, avec les critères sur lesquels Géraldine reviendra. Voilà, donc je voulais vous faire un petit peu ce préambule qui est très important puisqu'il y a beaucoup de groupes à travers les prostates café, à travers la communication qui est faite. Et je pense que c'est un point clé à présenter et de bien expliciter les différents dépistages et les devoirs entre guillemets, du médecin vis-à-vis du dépistage opportuniste pour les patients, avec les avantages et ses limites. C'est un devoir d'information. Merci, bonjour. Je vais mettre le macro à ma hauteur, ce qui est plus compliqué. Alors moi, voilà. Pour commencer, pour replacer en fait l'intérêt du dépistage dans son contexte, je vous ai remis les chiffres du cancer de prostate en France en vous rappelant que c'est quand même le premier cancer, le cancer le plus fréquent chez l'homme, avec près de 60 000 nouveaux cas en 2018 et que c'est la deuxième cause de décès par cancer chez les hommes, avec 9 200 décès qui ont eu lieu en 2021. Malgré tout, sur la dernière vingtaine d'années, entre 2000 et 2020, l'incidence et la mortalité du cancer de prostate, elle est restée assez stagnante, si ce n'est, ou plutôt diminuante, avec un taux de survie à 5 ans qui est de l'ordre de 93%. Malgré cela, quand on compare les populations qui ont eu un cancer de prostate, ici en rouge, aux populations qui n'en ont pas eu, mais les hommes qui ont un cancer de prostate perdent quelques années de vie. Alors, sur la courbe, on voit que c'est pas on a l'impression que ce n'est pas différent, mais voyez le petit p
qu'on voit là, lui indique que c'est très différent, que c'est très significatif, même si c'est quelques années, et qu'en plus, ce qu'il faut surtout noter, c'est que plus le cancer de prostate est diagnostiqué tôt, plus le nombre d'années perdues est important. Pardon. Alors, pourquoi y a-t-il, au vu de ces chiffres importants et ce risque de mortalité, pourquoi n'y a-t-il pas de dépistage organisé? Oui? Vous pouvez confirmer votre phrase, plus le diagnostic est précoce, plus la mort est précoce. Plus on perd d'années de vie, oui. Pas plus il est précoce, plus par rapport, on va dire, à la mortalité qu'on attend d'un homme, les taux de mortalité attendus dans la population française, plus on va réduire cette valeur, en fait. Vous comprenez? Voilà, on va mourir plus. Merci. Par rapport à la population générale. Voilà. Donc, comme je vous disais, en fonction de ces chiffres qui sont quand même importants, pourquoi n'y a-t-il pas de dépistage organisé pour le cancer de la prostate, comme c'est le cas pour le cancer du côlon? En fait, les décisions de la Haute Autorité de Santé au regard d'un dépistage organisé du cancer de la prostate, elles ont reposé sur des études qui ont été effectuées dans les années 90, entre 1990 et 2009, sur des corps, à l'époque où on n'avait pas l'IRM pré-biopsie, donc sur une époque où on faisait un dosage du PSA et puis une biopsie. Et donc, il y a eu 2 études majoritaires, en fait, princeps sur ça, qui étaient du même type, c'est-à-dire on compare un bras où les patients ont un dosage de PSA et un toucher rectal annuel à un bras d'homme qui n'est pas dépisté. Et on regarde au fil des années le nombre de cas de cancer qui apparaît dans ces deux bras et la survie des hommes. Et vous voyez ici, il y a eu une étude, les 2 principales, c'est une étude européenne qui s'appelle, alors je suis nulle, ERSPC, qui, elle, a conclu qu'il existait un bénéfice du dépistage, avec ici une ligne bleue des patients qui sont dépistés qui est meilleure que la ligne rouge des patients qui n'ont pas eu de dépistage. Elle concluait cette étude à une réduction relative du risque de métastase de 53% et une diminution de la mortalité de 27%. Seulement, il fallait que 1000 hommes soient screenés, dépistés, pour qu'il y ait une réduction d'un homme en moins qui meurt. De l'autre côté, l'étude américaine, PLCO, elle a eu un résultat contradictoire à cette étude européenne. Elle ne montrait pas de différence, aucun bénéfice en fait entre le bras dépisté et le bras non dépisté. Sauf pour les patients qui avaient des antécédents familiaux de cancer de prostate, avec un risque de mortalité qui était diminué chez les patients qui avaient des antécédents familiaux de cancer de prostate, c'est-à-dire qui avaient un père ou un frère avec un cancer de prostate. Depuis, on sait que cette étude PLCO, elle était biaisée puisque des patients du bras non dépistés allaient se faire dépister, faisaient des dosages en dehors de l'étude. Malgré tout, au moment où la HAS a pris cette décision, elle s'est basée sur les résultats de ces études, le fait d'un risque de surdiagnostic, puisqu'à cette époque-là, le dosage de PSA élevé était suivi d'une biopsie et beaucoup de biopsies étaient faites pour un résultat négatif, et un risque de surtraitement avec des patients qui avaient un risque évolutif faible, qui risquait d'être opéré d'un cancer de prostate par prostatectomie radicale et d'en avoir des séquelles. C'est pour ça que la Haute Autorité de Santé a conclu qu'il n'était pas recommandé d'organiser un dépistage pour le cancer de prostate.
désolée. Ah, ça y est. Ah ben non. Alors de son côté, en l'absence de cette décision de dépistage organisé, les professionnels de la santé, les urologues et notamment l'Association française d'urologie, a elle émis des recommandations en faveur d'un dépistage, d'un diagnostic précoce, d'une détection précoce du cancer de la prostate. Mais pour les hommes âgés de 50 à 70 ans, à l'issue de... Mais en fait, cette recommandation de dépistage, on va dire, opportuniste, ne va aller que pour les gens qui le demandent, c'est-à-dire seuls les patients qui souhaitent, enfin qui ont, à travers leur médecin généraliste, demandé un bilan prostatique, vont avoir l'opportunité de ce dépistage. Par contre, depuis en fait les émissions, enfin depuis les années 90, on sait qu'il y a pour éviter le surtraitement, l'Association française d'urologie, enfin en tout cas, on sait que pour les cancers localisés à faible risque d'évolution, on peut proposer la surveillance active. Et on n'est pas obligé. Enfin, la prostatectomie radicale n'est plus le traitement recommandé. Et donc, on peut. L'Association française d'urologie, elle est en faveur en fait de l'organisation de ce dépistage précoce, mais et argumente auprès de la HAS qui a la possibilité maintenant d'éviter un surtraitement, en tout cas pour les formes localisées à faible risque évolutif, via la surveillance active. En tout cas, depuis, notamment aux États-Unis, on a observé depuis des recommandations de la FDA d'un dépistage par dosage de PSA régulier, une recrudescence de l'incidence des cancers de la prostate métastatiques. Vous voyez ici, depuis 2004 jusqu'à 2013, une augmentation en fait, des cas de cancer de prostate qui sont diagnostiqués au stade métastatique aux États-Unis. Ceci a été imputé au fait de cette dérecommandation du dépistage par le dosage de PSA par la FDA, mais peut aussi partiellement s'expliquer par le fait qu'on ait des méthodes de détection plus fines des métastases à l'heure actuelle, notamment avec les méthodes de TEP ou de TEP-PSMA. Donc l'imagerie est aussi en faveur de cette augmentation des cas de cancer de prostate métastatique diagnostiqués au diagnostic. Et du coup, il y a on va dire des contradictions entre ceux qui pensent que cette augmentation ne serait que de l'incidence de l'amélioration de l'imagerie et le fait qu'on ait un dépistage qui n'est plus recommandé aux États-Unis. Malgré tout, nous avons, en étudiant les populations, donc ici, vous avez les résultats que nous avons pu obtenir sur en partant des bases administratives de la sécurité sociale. L'analyse de cette base administrative de la sécurité sociale en France nous a permis d'isoler en fait 4 millions d'hommes pour lesquels près de 600 000 avaient un cancer de prostate et de comparer en fait les traitements des hommes qui avaient un cancer de prostate, du premier traitement du cancer de prostate. Et vous voyez que ici sur cette courbe, les hommes qui sont traités tout en haut en bleu avec une prostatectomie radicale ont une meilleure survie que les hommes ici en vert qui sont traités directement, qui ont comme premier traitement une chimiothérapie. Il y a donc un impact sur la survie en fonction du premier traitement, donc du stade de la maladie au moment du diagnostic. De la même façon, en fait, en analysant ces hommes qui ont eu un cancer de prostate ou non, en les suivant entre 2008 et 2018, nous avons regardé l'âge à laquelle est effectué le premier dosage de PSA.
Et si vous voyez, en fonction des années, en fait, il y a de plus en plus de dosages de PSA qui sont faits précocement. Malgré tout, encore maintenant, il y a une majorité de dosages la majorité des dosages de PSA qui sont faits tardivement, à plus de 70 ans. En fait, si vous voyez, là j'arrive pas du tout, voilà, super. Entre 65 et 70 ans, il y a actuellement presque 70% des hommes qui ont un dosage de PSA, mais ceci est fait trop tardivement, et seulement en fait 20% des hommes qui ont autour de 50 ans. On observe un rajeunissement progressif du premier dosage de PSA avec les années entre 2008 et 2018, mais encore et toujours une majorité de ces dosages qui sont effectués entre 65 et 70 ans, alors que il serait souhaitable qu'il soit fait bien avant. Et vous voyez que en parallèle de ce rajeunissement des dosages du PSA, on a un rajeunissement des âges de diagnostic des patients qui ont un cancer de prostate. Donc il y a vraiment un modèle parallèle. Plus on a un dosage de PSA, son premier dosage de PSA précocement, plus on pourra être diagnostiqué de façon précoce. Alors, malgré tout, quand on regarde la répartition, toujours sur cette population de près de 600 000 hommes, du type de prise en charge au diagnostic entre 2007 et 2018, il reste toujours quand même une part importante d'hommes qui sont directement, alors vous voyez ici, c'est en bleu foncé, d'hommes qui ont comme premier traitement une hormonothérapie ou une chimiothérapie. Malgré cette amélioration d'âge au diagnostic et cet âge plus précoce, le recours, les stades sont encore élevés, enfin les stades au diagnostic sont encore élevés, et le recours nécessite donc un recours en premier traitement à une hormonothérapie ou à une chimiothérapie. Alors, pour s'intéresser au délai, à l'intérêt du dépistage précoce du cancer de prostate, on a ciblé les patients qui avaient, au sein de cette cohorte de plus de 600 000 hommes qui avaient un cancer de prostate, on a ciblé les hommes qui avaient eu une prostatectomie radicale, et nous avons regardé en fait en fonction de l'âge de diagnostic ou l'âge du premier PSA, s'il y avait un impact sur le délai sans récidive de la cancer de prostate de ces patients, ou le délai ou le fait d'avoir une récidive ou non. Et les résultats montrent en fait que tous les patients, plus les patients sont âgés, plus on a un risque plus les patients sont âgés au premier dosage de PSA ou au diagnostic, plus on a un risque élevé de récidive et dans un délai plus court. C'est ce que vous voyez ici sur ce graphe, mais je pense que ça sera plus parlant sur ce diagramme-là, où on a comparé les hommes qui étaient diagnostiqués avant 65 ans aux hommes qui ont un diagnostic après 65 ans. Et on voit qu'à la fin, vous ne le voyez pas ici, mais croyez-moi, ils ont un risque de récidive plus important et un délai avant de récidiver qui est plus court. De la même façon, quand on regarde le délai entre le recours à la chimiothérapie chez ces hommes qui ont eu comme premier traitement une prostatectomie radicale, quel que soit pour les différentes tranches d'âge, on voit de la même façon que le délai entre la prostatectomie radicale et le recours à la chimiothérapie est plus court pour les patients qui sont plus âgés, soit au premier dosage de PSA, soit au diagnostic, au moment du diagnostic. De la même façon, on a comparé les hommes qui avaient moins de 65 ans au moment du diagnostic à ceux qui avaient plus de 65 ans, et on retrouve vraiment des courbes qui sont séparées avec des délais pour ce recours à la chimiothérapie qui est plus court pour ces personnes plus âgées au moment du diagnostic. Tout cela, en fait, tous ces résultats pour vous dire que ça a un intérêt de dépister en population le plus tôt possible pour un diagnostic
plus, plus tôt, oui. Et surtout pour que les patients soient détectés à un stade plus précoce de la maladie. Voilà, je vous remercie. Des remarques ou des questions? Oui. Oui, merci beaucoup. Qu'est-ce que tu en penses, Olivier? Parce qu'en fait, ces études-là, en fait, elles datent maintenant d'il y a 30 ou 40 ans. Hein. On sait que l'étude américaine était totalement foireuse parce que la moitié des patients sous la table avaient un PSA qui était fait. Donc, en fait, c'est une étude où on a comparé des oranges versus des oranges. Malgré tout, l'ARS continue à s'intéresser donc aux oranges. Depuis maintenant 30 ans, l'ARS peut... Je ne sais pas s'il y a des gens de l'ARS qui sont ici. Enfin, on peut peut-être essayer de faire marcher un peu son intellect pour essayer d'avancer donc par rapport à ça. Vous avez montré ici que malgré tout, aux États-Unis, qui n'est pas le pays le moins défavorisé qu'avec l'arrêt en fait de ce dépistage, on voit qu'il y a une aggravation de la mortalité. Dans les pays du Maghreb, on voit qu'il n'y a pas de dépistage, les patients sont tous métastatiques. Donc en fait, la chose est très très simple. Donc comment se fait-il qu'aujourd'hui, avec des gens intelligents, des gens qui connaissent la littérature, on ne revient pas sur ce dogme de non-dépistage systématique pour tous les hommes? Je trouve ça, pour moi, en tant que médecin, un scandale. Merci d'avoir dit dans ce sens. En fait, on ne comprend pas non plus, dans le sens où, je dirais, c'est quasiment une lapalissade. Enfin, je veux dire que c'est une évidence. Et qu'on prenne les choses à travers le temps, et tout ce qu'on a pu montrer, tout va dans le même sens de toute façon. Alors après, les mentalités évoluent, mais je pense qu'on est dans un système qui, et on l'a vu à travers le lancement du programme de recherche sur le dépistage prostate, les moyens alloués à la France ne permettent pas de faire un dépistage en population, donc il va s'intéresser à de nouveaux marqueurs ou à des choses, mais pour la pratique, on attend les nouvelles générations, en particulier des études étrangères ou en Angleterre, qui, elles, ont pris le taureau par les cornes en disant on répond à la question du dépistage ciblé sur les facteurs de risque et du surtraitement avec la surveillance active ou les traitements focaux derrière pour éviter les conséquences du surtraitement. Ah oui, alors je voulais vous dire quelque chose, c'est que jeudi, c'est pour appuyer dans votre sens, jeudi de cette semaine, on est quel jour? Non, de la semaine dernière, j'ai vu un ami à moi très proche qui est radiologue et qui est orienté cancer de la prostate et cancer du sein, qui fait beaucoup d'IRM. Et il me dit, Catherine, il y a 2 jours, j'ai demandé à mon collègue qui fait la même chose que moi de le voir et je lui ai dit, est-ce que comme moi, tu as l'impression depuis 3-4 mois, voire 6 mois, qu'on voit de plus en plus de cancer de la prostate énorme, et il fait comme ça avec sa main, avec des métastases partout, parce qu'il n'y a aucun dépistage, et je n'avais jamais vu ça dans ma carrière avant il y a quelques mois. Et son collègue lui a dit, moi aussi. Il est dans les Côtes d'Armor à Saint-Brieuc, à Ville-Natale. Et donc, c'est un endroit où il n'y a peut-être pas beaucoup de médecins, mais c'est pour vous dire que lui, il a été choqué par ça et son collègue aussi. Donc, je trouve ça hyper inquiétant quand même. Alors, on ne veut pas en rajouter, mais c'est vrai que pour travailler l'étude, comme vous avez montré, en plus, il y a une disparité géographique en fonction, je dirais à la limite, des mentalités médicales vis-à-vis du dépistage qui est importante. Bon, j'ai eu la possibilité de parler quelques mots sur le dépistage ce matin, mais je dois revenir parce que ça reste, j'ajoute, un scandale. Ce n'est pas seulement en France, aussi bien en Belgique. Là, on travaille depuis des années à créer un schéma de dépistage qui est sûr et qui suit les objectifs qu'on veut. On veut avoir moins de patients métastasés, mais aussi moins de patients qui meurent de cancer de la prostate. Donc, il faut le trouver dans une étape qui est curable. C'est seulement pour les cancers localisés. Et si on attend des symptômes, ils sont tous métastasés.
Et recommencer à parler de la PLCO, c'est vraiment gênant. Je m'excuse. Je sais pourquoi, mais cette étude n'est pas une étude qu'on peut comparer avec l'IRSPC parce qu'elle est remplie de bias. Et donc, il ne faut pas en parler, il faut la laisser hors. On la garde. Voilà. On est obligé d'en parler puisque les autorités françaises se sont basées sur ça. Si on ne rappelle pas cette étude et ses biais... Ça veut dire que vous avez un argument pour contrer cette décision de votre gouvernement d'expliquer que vous avez utilisé des arguments faux. Et ce qui est d'autant plus fort, c'est quand on regarde en effet pour la partie ciblée sur les familles, c'est que dans PLCO, on voit un impact, alors que cet impact du fait du biais, il devrait être minimisé, mais il est tellement fort qu'il apparaît. Il faut aider votre gouvernement. Oui, bonjour, merci pour cette présentation. Je voulais juste revenir sur la courbe là, qui montrait qu'on mourrait plus tard si le diagnostic était fait plus tardivement. Mais on ne voyait pas très bien les chiffres. Je voulais juste savoir pour un diagnostic du cancer à prostate à 70 ans, on perdait combien d'années de vie, enfin en moyenne évidemment. Avec un timing qui va dans le temps. Les diagnostics tardifs sont des maladies plus graves. On l'a bien montré que les diagnostics précoces. Donc si on regarde entre guillemets le temps de survie, il va être moindre plus le diagnostic est tardif parce que les maladies sont plus graves au diagnostic du fait de l'absence de dépistage auparavant. Après, on peut regarder, entre guillemets, le temps par rapport à l'espérance de vie dans la population. C'est sûr que vous êtes diagnostiqué à 80 ans avec un cancer qui va être plus agressif, vous allez quand même perdre moins de vie qu'un cancer agressif qui est diagnostiqué plus tôt parce que vous êtes déjà proche de l'espérance de vie de la population. Donc, en fait, c'est ces deux notions qu'il faut bien voir. Et c'est vrai que si vous êtes diagnostiqué à 40 ans, si vous avez une maladie à faible risque, ça ne va rien changer. Mais si vous avez une maladie à plus haut risque, eh ben, forcément, vous allez perdre plus d'années de vie par rapport à l'espérance de vie de la moyenne de la population en général. Oui, j'ai bien compris ça. Je voulais juste une quantification pour un dépistage à 70 ans. Pour un dépistage à 70 ans, tout dépend du stade de diagnostic. C'est-à-dire qu'à 70 ans, si vous avez un faible risque, vous n'avez aucune perte d'espérance de vie. Non, mais à 70 ans, on m'a dit que j'avais un cancer de la prostate et qu'il fallait une prostatectomie radicale. Donc j'étais opéré et je voudrais savoir théoriquement, enfin d'après les statistiques, combien je perds d'années de vie à cause de ça. À 70 ans, c'est très simple. Vous prenez le calculateur prédict qui vous montrera que vous perdez 1% probablement statistiquement d'espérance de vie.